Bonjour à tous et bienvenue sur le Petit Plateau, un nouveau numéro du Petit Plateau qu'on va bien évidemment consacrer au Critérium du Dauphiné. Le Critérium du Dauphiné qui est un peu la répétition générale finalement avant la dernière répétition générale avant le Tour de France. Et pour en parler, eh bien, je n'accueille pas Romain et Alexis, mais je les interroge. En effet, pour ce numéro, on va avoir un format un tout petit peu différent de ce qu'on fait habituellement. Nos agendas respectifs ne nous ont pas permis d'avoir une discussion en live à bâton rompu. Mais on aime tellement le vélo, on ne s'imaginait pas une seconde ne pas vous proposer quelque chose pour, le Dauphiné et puis on aime tellement le vélo que moi j'ai envie de parler à mes copains de ce critérium du Dauphiné avant qu'il ait lieu et donc voilà, j'avais quelques questions à leur poser. Je vais leur poser les questions, ils vont y répondre. Malgré tout, même si c'est pas en live, on va réagir à ce que dit l'un, à ce que dit l'autre. Donc voilà, on espère que ça vous plaira quand même et on se retrouvera de toute façon, pour, d'autres numéros, assez rapidement avec, Romain et Alexis autour d'une bonne bière. Bah, c'est parti, on va lancer les questions. Alors pour la toute petite histoire, ceux qui nous suivent sur Twitter, beh, il y aura des sondages parce qu'en fait tout est parti de là. On s'est dit: «Ah, on n'a pas le temps de faire un truc, mais quand même, qu'est-ce qu'on imaginerait bien? Bah, tiens, sur notre compte Twitter, on ferait bien quelques sondages» et puis moi je me dis: «Beh, tant qu'à faire quelques sondages, ce serait bien qu'on donne une réponse à ces sondages» et donc voilà, on est parti sur des petites capsules vidéo. Donc si vous nous suivez sur Twitter, bah, on vous invitera à aller cliquer sur votre réponse et bien sûr à argumenter. Si vous ne nous suivez pas sur Twitter, il y a rien de mal fait. Donnez vos avis, sur YouTube, en commentaire, peu importe, hein, par quel biais vous nous suivez, mais n'hésitez jamais à réagir. Voilà, je pense que j'ai assez parlé là, pour moi tout seul et donc on est parti dans les questions. La première question que je voudrais poser à Romain, Alexis et à vous tous est la suivante. Romain, Alexis, on a déjà parlé précédemment sur le petit plateau de la possibilité ou pas pour Remco Evenepoel de gagner une course par étape au niveau World Tour cette saison. On avait parlé de Paris-Nice, on avait parlé du Pays Basque. Il ne les a pas gagnés pour des raisons différentes, hein. Nous voilà maintenant au Dauphiné. On avait un peu peur parce qu'il allait devoir affronter Vingegaard. Finalement, Vingegaard sera le grand absent de cette course. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que Remco Evenepoel peut remporter ce critérium du Dauphiné? Disons que je vais apporter une réponse nuancée, c'est-à-dire que en l'absence de Vingegaard et de Pogacar, si Remco veut gagner le Tour de France, il doit montrer qu'il est supérieur sur ce Dauphiné. Après, on sait d'une part que ce n'est qu'une course de préparation, finalement, vu du Tour de France. Il serait logique, je pense, que Remco ne soit pas encore à son pic de forme. D'autant que, d'autre part, on se rappelle quand même qu'il est tombé, qu'il revient de fracture. Donc, ce sera surtout la grosse interrogation de savoir si physiquement il pourra être prêt pour le Tour de France. Mais voilà, je ne le vois pas spécialement remporter ce Dauphiné. On se rappelle que sur Paris-Nice, il était un petit peu dans le même genre de configuration. Il ne l'avait pas remporté alors qu'il était dans une phase de préparation où il n'avait pas eu de pépins physiques. Ici, c'est le cas. Donc, je serais assez mitigé sur les chances de Remco sur ce Dauphiné. Bah oui, c'est clair que l'absence de Pogacar et de Vingegaard offre ici une réelle possibilité à Remco de venir s'imposer en World Tour, d'autant plus qu'un Remco en mode Grand Tour se doit, je pense, de briller sur un tel parcours, c'est-à-dire un parcours quand même compliqué, assez montagneux, s'il veut pouvoir briller en Grand Tour. Maintenant, il faut quand même nuancer ça en disant qu'en effet, comme dit Romain, il a chuté, qu'on est encore assez loin, relativement loin du Tour de France et que sa préparation n'est pas finie. De manière générale, je pense que au soir de la 5e étape, c'est-à-dire juste après un chrono assez compliqué, sans être montagneux, de 34 km, Remco devrait survoler ce Dauphiné. Mais les 3 dernières étapes sont très compliquées, avec beaucoup de dénivelé et tout avec des arrivées au sommet assez raides. Maintenant, ce sont à chaque fois, les arrivées au sommet sont à chaque fois des cols raides, mais pas interminables. Donc je pense qu'un Remco en mode grand tour devrait pouvoir au minimum suivre les grimpeurs présents sur ce Dauphiné. Si c'est pas le cas, pas encore lieu de s'inquiéter étant donné qu'on n'est pas sur le Tour de France. Mais s'il est à 100%, il doit suivre, il doit même remporter une de ces 3 étapes s'il veut être le coureur de grand tour qu'on attend de lui. Bah oui, je suis assez d'accord, hein, avec ce que vous dites. Il faut évidemment rappeler, que Remco Evenepoel a chuté, et a été blessé, et donc on ne sait pas finalement dans quelle forme il arrive là. Hem et c'est surtout ça que je vais retenir parce que sinon, sur le fait qu'il ne doit pas être au top pour le Tour de France, bien entendu, je vous rejoins, mais c'est le cas de ses principaux adversaires ici aussi. Donc là, j'ai envie de dire, les préparations doivent être
plus ou moins les mêmes, même si chaque année on voit que finalement ce n'est pas le cas. Il y en a qui sont prêts plus tôt et puis qui s'écroulent un peu sur le tour, donc voilà. Hem, pour revenir sur, vraiment Remco sur, ce Dauphiné, heu, bah, Alexis tu en as parlé, les étapes, les dernières étapes, hein, avec arrivée au sommet. Moi c'est quelque chose que j'attends fort, de voir, ce que peut faire Remco là. Disons que malgré tout, moi si je le vois distancer, sur ces étapes-là, même s'il y a encore du temps pour se préparer pour le Tour, je serais un peu inquiet. Pour répondre sur à la question: «Est-ce que Remco peut ou pas, remporter ce Dauphiné?» Il peut. Ce ne sera pas mon favori, mais il peut très clairement, et notamment grâce au chrono et puis, comme tu le dis, si il veut être le coureur de grand tour qu'on veut, c'est pas très français ce que je dis, il doit pouvoir s'accrocher, sur ces étapes-là. Donc en théorie, oui, il doit pouvoir remporter ce critérium du Dauphiné. Alors une équipe qui ne va certainement pas remporter ce critérium du Dauphiné ou alors je serais très surpris, c'est la Visma. Est-ce que les mecs jouent gros sur ce Dauphiné pour un éventuel rôle de leader finalement, au sein de la Visma? Ah, c'est une excellente question. Clairement, je pense qu'effectivement, Sepp et Matteo Jorgensen, hein, ce sont finalement les deux leaders probables de substitution si Vingegaard ne va pas au Tour de France. Ils vont pouvoir effectivement montrer dans quelle forme ils sont ici en amont du Tour. Après, j'ai quand même une petite réserve concernant Jorgensen pour deux raisons. La première, c'est que c'est quelqu'un qui a déjà eu ses objectifs de saison précédemment. Avec Paris-Nice, on sait que c'était le leader de l'équipe sur Paris-Nice et qu'après, il était là pour travailler. Après, voilà, on sait aussi que c'est un coureur qui est en pleine ascension et donc il peut nous réserver de belles surprises. Et l'autre raison, c'est que Sepkus, jusqu'à preuve du contraire, c'est un vainqueur de grand tour. Il a gagné la Vuelta, donc chez Visma, on sait qu'on peut lui faire confiance, alors que Jorgensen, c'est une grosse inconnue, puisque Jorgensen, bien sûr, a gagné Paris-Nice cette année. Il avait gagné le Tour de l'Oman l'année passée, mais ce ne sont que des courses d'une semaine. Il n'a jamais intégré un top 10 de mémoire d'un grand tour. Donc là, il y a quand même vraiment une différence, je pense, entre les deux coureurs. De là à dire que Sepkus gagnera le Tour de France, ça c'est un pas que je ne franchirai pas. Mais je pense qu'au vu de l'expérience du bonhomme, au vu de ce qu'il a démontré et au vu de la loyauté qu'il a montré à l'équipe, ce serait logique, je pense, que Sepkus parte avec l'étiquette de numéro 1 pour la Visma, tant sur finalement le Tour de France hein, que sur déjà ce Dauphiné. Ah ben écoutez, moi je suis justement assez intrigué par cette Q1 hein, parce qu'on ne le voit pas, on n'entend pas parler de lui, on ne sait pas où il en est niveau préparation, il court très peu. Donc moi je ne serais pas étonné, c'est d'ailleurs ce que je pense, qu'à l'heure actuelle, Sepkus soit l'option privilégiée de Visma pour le Tour de France, que ce soit sur les étapes ou pour le classement général. Je l'imagine sans trop de peine se tester sur le classement général du Tour de France, surtout si Vingegaard n'est pas là. Pour ce qui est du Dauphiné, clairement, il aura à cœur de prouver, enfin, en tout cas si Visma l'envisage pour le Tour de France en tant que leader, il aura à cœur de prouver qu'il le mérite. En tout cas, après le chrono, il aura certainement un gros retard sur Remco Evenepoel et sur Primož Roglič, mais il pourra faire très mal sur les 3 dernières étapes, donc il sera à suivre. Maintenant, pour ce qui est de Jorgensen, j'avoue que voilà, c'est un excellent coureur. Vraiment très polyvalent et capable de gagner des courses par étapes. Sur ce Dauphiné, j'y crois moins et encore moins sur un grand tour. C'est quand même un coureur qui fait 1m90 pour 70 kg. J'ai du mal à l'envisager tenir 3 semaines avec des cols hors catégorie qui s'enchaînent. Ici, le Dauphiné, il y a quand même 5000 mètres de dénivelé positif en plus que sur Paris-Nice et des cols beaucoup plus raides. Donc, je ne l'envisage pas, même si bon, il pourrait nous surprendre. Maintenant, voilà, il y a quand même une partie de moi qui ne peut admettre le fait que Vingegaard ne sera pas prêt. Donc, je continue à envisager la possibilité de voir Vingegaard sur le Tour, tellement il nous a habitués à la normale, on va dire, à l'extraordinaire plutôt. Mais évidemment, il y a une autre partie de moi qui me dit que non, c'est impossible, il pourra pas être prêt étant donné la gravité de ses blessures. Et s'il n'est pas prêt, je pense vraiment que Sepkus sera l'atout numéro 1 de Visma et que du coup, il sera en très grande forme sur ce Dauphiné. Oui, bah, globalement, évidemment que je vous rejoins, hein, Jürgensen aurait encore tout à prouver sur 3 semaines, Sepkus est un vainqueur de grand tour. Donc, a priori, si Vingegaard n'est pas au départ, bien entendu, pour réagir à ce qu'Alexis dit, c'est uniquement si Vingegaard n'est pas au départ, tout ça. Heu,
Donc je disais en théorie, effectivement, c'est Sepp Kuss qui doit partir, avec le rôle de leader. Maintenant, on peut voir, ça encore autrement, c'est se dire: «Tiens, et si Sepp Kuss ne donne pas satisfaction ici sur ce critérium du Dauphiné? Est-ce que si Sepp Kuss ne semble pas prêt à faire un résultat extraordinaire sur le Tour?» Extraordinaire, j'entends, c'est à minima un podium. Hem, on a un peu, râlé, nous, enfin nous, en fait, moi, que Kian était, laissé pour compte sur le Giro. Donc jusqu'à son abandon finalement, c'était: «Bah, débrouille-toi mon gars et nous on fait de l'offensive et on va chercher, à aller gagner une étape». Et si finalement, une prestation pas terrible de Sepp Kuss sur Dauphiné, heu, poussait, je veux dire, la Visma à adopter la même stratégie finalement sur le Tour de France, en disant: «OK Sepp, vas-y, mais nous on peut pas mettre toute une équipe à ton service non plus. Donc bah, les gars, total, showtime, tout le monde attaque, on va rouler sur ce Tour de France, mais pour des étapes, en faisant le spectacle». Voilà, c'est quelque chose que j'envisage et c'est quelque chose que je pourrais aimer si l'aventure, à Vingegaard n'est pas au départ. Alors il y en a un qui aimerait bien être leader, sur le Tour de France et qui ne le sera certainement pas, c'est Juan Ayuso. Vous le savez, on en a déjà discuté, même en off. Moi, je me réjouis de voir, Ayuso face à Remco et Roglic. Hem, Vous concernant, est-ce que Juan Ayuso doit encore faire ses preuves face à des mecs comme Remco et Roglic? C'est une conversation qu'on a déjà eue sur le petit plateau. Je pense que Juan Ayuso, c'est vraiment une pépite du cyclisme de demain et aujourd'hui il n'est pas encore au niveau d'un Remco Evenepoel par exemple quand celui-ci est au sommet de sa forme, ce qui ne sera pas le cas sur le Dauphiné. Donc moi j'attends beaucoup d'Ayuso sur ce Dauphiné, aussi pour une question de place en interne. On sait que UAE va venir avec une très grosse armada sur le Tour de France, avec un Pogacar évidemment qui sera super favori, super leader, mais derrière il y a énormément de gars qui vont revendiquer le co-leadership, notamment un Almeida qui sera lui sur le Tour de Suisse et qui a déjà revendiqué ce co-leadership. Donc Ayuso, je crois, sur ce Dauphiné, va jouer bien évidemment la victoire finale, mais il va surtout aussi jouer sa place dans la hiérarchie de chez UAE sur le Tour de France. Donc je crois que c'est très important pour lui de bien prester, d'être à niveau sur ce Dauphiné. Ah bah ouais, c'est clair que ce sera hyper intéressant de voir, de suivre l'évolution d'Ayuso sur ce Dauphiné, notamment pour des raisons de hiérarchie interne. Alors moi, à titre personnel, je dois avouer que je le vois quand même assez largement au-dessus d'Almeida et même d'Adam Jens, mais quand même, je vois des années-lumière d'un Pogacar. C'est-à-dire que Ayuso est un excellent coureur et très complet. C'est-à-dire que ça sert même à rien de parler de parcours parce que oui, de base c'est un grimpeur, mais on voit quand même qu'il est très bon en contre-la-montre et qu'il se débrouille très bien aussi sur les ascensions plus courtes. Donc c'est un excellent coureur, mais il tombe sur une génération de cracks et moi je le vois quand même un petit peu en dessous de ces cracks-là, notamment même de Roglic et de Remco. À titre personnel, je le vois moins fort en potentiel que Remco sur un grand tour, mais d'un autre côté, j'accepte totalement l'idée de me tromper. Et donc c'est aussi pour ça que ce sera très intéressant de voir Ayuso sur ce Dauphiné et encore plus sur ce Tour, parce qu'au final ça reste un coureur qu'on est en train de découvrir, c'est un coureur très jeune en pleine évolution, donc ça nous permettra d'avoir un petit peu plus de réponses. Ah oui, pour sa place, dans la hiérarchie UAE, c'est peut-être important effectivement, même si je pense que Tadej sera le leader et puis voilà, mais peut-être effectivement qu'un autre gars sera amené à travailler uniquement s'il faut et restera en réserve de la République et alors dans ces cas-là, bah, je suis d'accord avec Alexis, hein, pour moi Ayuso, serait la plus belle carte, même s'il faut se méfier de Yates, mais bon Ayuso, c'est leur pépite aussi qui est en progression. Je pense que tu tu peux difficilement le mettre troisième dans une hiérarchie. À lui quand même de confirmer ici sur le Dauphiné qu'il peut faire quelque chose et justement j'en viens à Ayuso sur ce Dauphiné. Moi je suis pas si sûr, Romain, que Ayuso est encore une pépite de demain. C'est une pépite de demain si on veut le comparer à Pogacar et à Vingegaard, chose, je rejoins Alexis, qui sera peut-être ou voire certainement jamais. Hem, mais par contre, le voir, face à Remco et Roglic maintenant, ça m'intéresse très, très fort parce que je ne le vois pas nécessairement en dessous. Je rejoins quand même Alexis sur le potentiel maximum de Remco et de Ayuso, donc j'ai une pensée un peu contradictoire parce qu'effectivement, je crois que Remco a peut-être un potentiel encore plus grand. Sauf que, ma question avec Remco, c'est est-ce qu'un jour, il va atteindre son son plein potentiel? C'est-à-dire que, il a encore des défauts à gommer, mais il est encore en pleine progression.
Est-ce qu'il va avoir cette régularité sur 3 semaines? Attention, il a déjà gagné une Vuelta, je pense qu'on l'oublie très souvent, pas nous, mais souvent quand on rentre dans la discussion Remco peut pas gagner un grand tour, bah, il l'a déjà fait. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai étonnamment, alors qu'on l'a vu un peu passer à côté il y a pas très, très longtemps non plus, Ayuso, mais il était en fin de cycle. Je suis un peu brouillon dans ce que je dis, mais donc tout ça pour dire que je pense qu'Ayuso a une plus grande fiabilité peut-être que Remco, sur 3 semaines et que Remco a un plus gros potentiel. Voilà, bref, ici ça va être très, très intéressant. Ce n'est que sur une semaine, mais il y a un chrono, mais on sait qu'Ayuso roule quand même bien, moins bien que Remco certes, mais c'est un chrono difficile, donc il faudra se méfier d'Ayuso et alors il y a les arrivées au sommet comme on a déjà dit. Donc je suis très, très, très hypé par leur match. Et alors un Espagnol peut en cacher un autre. Je vais bien évidemment ici vous parler de Carlos Rodriguez. Si je vous dis moi que Carlos Rodriguez, en fait, il peut gagner ce Dauphiné, est-ce que vous me prenez pour un fou? Mais Carlos Rodriguez, clairement, c'est un client, hein. Il n'y a rien à faire. Regardez un petit peu son début de saison. Deuxième sur Soulia, on sait. Il y a eu évidemment des abandons, et non des moindres, hein, Vingegaard, Roglic et Evenepoel, mais enfin, il va quand même chercher cette deuxième place avant de remporter le Tour de Romandie. Donc ça prouve quand même que Carlos Rodriguez arrive en forme sur ce Dauphiné. On se rappelle que l'année passée, après un printemps assez discret, le gars avait quand même été chercher une 5e place sur le Tour de France. L'année précédente, une très belle place également sur la Vuelta, où une chute l'avait privé justement de ce top 5. Donc voilà, Carlos Rodriguez, clairement, c'est un coureur qui est assez discret dans sa façon de courir, en tout cas beaucoup plus qu'un Juan Ayuso par exemple, et donc on en parle peut-être moins, mais c'est certainement une valeur sûre de ce peloton, et je ne serais pas étonné, je serais même un peu déçu de ne pas voir finalement Carlos Rodriguez dans le top 5, non seulement de ce Dauphiné, mais également du Tour de France qui va venir. C'est clairement, selon moi, un des coureurs capables de venir bousculer la hiérarchie et s'installer sur le podium du prochain Tour de France. Et donc pour cela, il faudra qu'il montre sur ce Dauphiné qu'il est là, mais comme tous les autres finalement, hein, c'est une question aussi de préparation. Et donc Carlos Rodriguez ne doit pas être au top de sa forme sur ce Dauphiné si il veut performer sur le Tour de France depuis la première semaine jusqu'à la 3e semaine. Bah oui, moi je suis assez d'accord avec Romain en fait, hein, quand il viendra l'heure de faire le preview du Tour de France et qu'on se demandera qui sera le premier à venir challenger les 3, voire 4, on verra, favoris de ce Tour de France, je pense que Rodriguez sera un des premiers noms, voire le premier nom qui me viendrait à l'esprit, plus que Ayuso encore, notamment parce que Ayuso sera équipier de Pogačar et que Rodriguez sera leader d'Ineos, mais aussi parce que j'ai beaucoup d'attentes sur Rodriguez. Je pense que Ineos ne se trompe pas en misant sur lui. Et je pense que ce sera peut-être lui le premier Espagnol à venir gagner un grand tour depuis quelques années. On verra si je me trompe ou pas encore une fois. Ce Dauphiné et plus encore ce Tour de France pourra nous apporter beaucoup de réponses. Mais c'est clair que j'attends beaucoup de lui. Et sur ce Dauphiné, sur ces fameuses trois dernières étapes dont je parle beaucoup, j'espère le voir à l'attaque, ou en tout cas parmi les tout meilleurs. Oui, bah, Carlos Rodriguez, je suis d'accord Alexis, j'espère qu'il va attaquer là sur les dernières étapes. Il a un terrain de jeu qui lui va bien. C'est un coureur qui hésite pas, hein, quand même à tenter des choses. Donc j'espère vraiment qu'on va le voir à l'offensive. D'autant plus que, j'espère qu'on va le voir à l'offensive pour aller chercher le classement général, pas juste: «Ouais, je suis largué et je vais chercher une étape» et je pense pas qu'il sera largué parce que certes, il y a un chrono relativement long, mais aussi relativement difficile et Carlos Rodriguez ne roule pas si mal. Il m'a totalement bluffé en Romandie. Il fait, sur 15 kilomètres, il termine à 7 secondes, si je dis pas de bêtises, de Ayuso. Il est devant des garçons comme Vlasov, Van Wilder, Arensman. Donc attention quand même, à Rodriguez et c'est pour ça que je vais peut-être même un peu plus loin avec vous. Je me dis: «Bah tiens, on vient de dire est-ce qu'Ayuso peut rivaliser avec Remco Roglič, mais est-ce que Rodriguez ne peut pas le faire? Est-ce que Rodriguez ne pourrait même pas simplement remporter ce Dauphiné?» Moi je dis attention à lui en tout cas. Alors je vais revenir un peu sur Remco et Roglič avec une question qui est en, comment je vais dire, pré-conclusion hâtive ou conclusion hâtive conditionnelle. C'est-à-dire que je vais déjà me projeter sur une situation. La situation serait que Remco et ou Roglič ne surclassent pas leurs adversaires ici sur le Dauphiné, hem, ne gagnent pas en tout cas assez facilement, ne montrent pas qu'ils sont supérieurs aux autres. Est-ce que dans cette situation, on pourrait déjà se dire que, bah, ils n'ont aucune chance d'acquitter Tadej Pogačar, en juillet? Non, je ne tirerai pas de conclusion hâtive parce que on le sait, les deux sont tombés. Remco a été certainement plus amoché que le Slovène, c'est une évidence. Maintenant, l'impression que ça me donne aussi, c'est que le Slovène a
tout axé sur le Tour de France. Il n'y a que ça qui compte cette saison. Il s'en fout du reste. On l'a vu notamment sur Paris-Nice, où il n'était pas encore au point. C'était d'ailleurs le seul des fantastiques, comme on les appelle, qui ne gagnait pas sa course de rentrée. Donc voilà, je pense que Primož Roglič va venir faire ce Dauphiné toujours dans cette phase de préparation pour le Tour de France. Bon, s'il le gagne, tant mieux pour lui, mais il ne cherchera pas à tout prix à aller remporter la course. Son objectif, c'est le Tour de France, vraiment. Là où un Remco, par contre, tout ce qui est bon à prendre, il le prendra. Mais de nouveau, Remco est tombé, a été salement amoché sous Itzulia, donc la grosse inconnue, c'est son état de forme. On voit sur Strava notamment qu'il s'entraîne dur à la Sierra Nevada, avec des coms un peu partout finalement, donc c'est assez révélateur quand même qu'il revient en forme. Après, on sait aussi que les entraînements, c'est pas évidemment les rythmes de cours, donc il faudra voir comment le Belge va pouvoir finalement s'en sortir pour cette première course de rentrée, où on l'attendra. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit finalement pour Remco ou pour Roglič, si il n'écrase pas, s'il ne gagne même pas le Dauphiné, je ne me formaliserai pas. La réponse, on l'aura finalement au début du Tour, avec la première semaine qui sera déjà compliquée. Il faudra que les hommes soient très à l'affût. Et pour être à l'affût, il ne faut pas être non plus prêt trop tôt, et donc pas forcément être sur un pic de forme sur ce Dauphiné. Ben non, pareil, pas de conclusion hâtive suite au résultat de ce Dauphiné, mais très certainement des sujets de conversation pour notre preview sur le Tour de France. Mais au final, en réalité, il y a que le Tour de France qui pourra répondre aux interrogations. C'est que le terrain qui nous répondra. Maintenant, c'est clair que Remco, à 100%, doit gagner ce Dauphiné. Je vais être très honnête, ça fait des années qu'on nous parle de Remco comme le prochain gagnant du Tour de France. J'y crois. Mais imaginons, alors ici on est dans la fantaisie complète, mais imaginons qu'on ait un petit outil qu'on a accès à toutes les données, ce qui n'est pas le cas, et qui nous permettrait de connaître l'état de forme de Remco. Et si jamais là on voit que Remco est à 100% et que malgré ça il peine sur ce Dauphiné, ben là clairement je vous dirais qu'il faut un petit peu revoir les attentes sur Remco, parce que un Remco aussi fort que ce qu'on l'imagine sur un tel parcours doit gagner s'il veut espérer gagner le Tour de France un jour, comme je le disais plus tôt dans la discussion. Maintenant, voilà, comme dit Romain, il a chuté. On est encore assez loin du Tour de France, donc non, pas de conclusion hâtive. Je pense que Remco sera à 100% pour le Tour. Il a tout prévu pour, et je me fais pas trop de soucis. On verra bien à ce moment, au moment voulu. Et je pense que Roglič, en effet, a été moins amoché et qu'il a plus de chances de venir en pleine forme que Remco sur ce Dauphiné. Mais pareil, je pense honnêtement que vous lui demandez à Roglič est-ce que ça lui ferait quelque chose de remporter le Dauphiné. Je pense vraiment pas. Donc tout sur le Tour de France, c'est pour ça qu'il est parti. C'est pour ça qu'il a rejoint une équipe qui lui est 100% dévouée sur le Tour de France. Donc non, pour aucun des deux, chacun ont leur raison de ne pas être à 100% sur ce Dauphiné. Donc je ne m'inquiéterai pas si jamais on voit des gars plus forts qu'eux sur ce Dauphiné. Oui, ben là, je vais être, alors je vais peut-être pas dire en totale opposition avec vous, parce que ce serait un peu fort, mais un peu en opposition avec vous. Pour moi, si le duo Remco-Roglič ne se montre pas souverain ici, à tout le moins supérieur, si je les vois à la peine, j'aurais beaucoup de mal en fait à y croire pour juillet. Y croire pour juillet, attention, rapport à ma question qui était d'inquiéter Tadej Pogačar. Pas y croire pour juillet en disant bah, ils seront nulle part. Non, non, simplement s'ils sont au niveau des autres, je vois pas comment ils peuvent inquiéter un mec comme Pogačar qui vole et qui sortira certes du Giro, mais qui n'avait pas l'air vraiment en difficulté, qui a terminé facile. Je suis pas persuadé qu'il a puisé dans ses réserves. Donc oui, voilà, si je les vois pas ici dominants, je les vois pas inquiéter Pogačar, parce que certes, le Tour c'est encore loin, donc ils ne doivent pas être à 100%, mais comme je l'ai déjà dit lors de ma première réponse sur Remco, bah, personne ne doit être à 100%. En tout cas, pas tous les candidats au Tour de France. Donc au final, pas 100% pour pas 100%, ils doivent quand même être devant. Bon, c'est un peu, très, raccourci et très simpliste, hein, mais voilà, je pourrais pas m'empêcher, de tomber dans ce piège des conclusions hâtives. Je suis très client pour ça, je suis toujours très conclusion hâtive, mais voilà, je tomberai en plein dedans. Si pour moi, je les vois un tout petit peu en difficulté, aucune chance qu'ils inquiètent Pogačar derrière. Et voilà, je vais vous laisser tranquille un petit peu avec mes questions, hein. Vous aviez pas beaucoup de temps, donc déjà je vous remercie d'avoir pris le temps, de pouvoir, poster vos petites réponses.
Pour tous ceux qui nous ont écoutés, j'espère que ça vous aura donc quand même plu. Au final, on a quand même échangé, hein, puisqu'on a écouté les avis les uns des autres avant de pouvoir réagir. Donc, on a notre échange plus ou moins habituel, certainement un peu moins spontané, peut-être un peu moins agréable à l'écoute. Mais ne vous tracassez pas, on se retrouvera, comme je vous l'ai dit, très rapidement avec Romain et Alexis pour de nouveaux numéros sur le petit plateau, des numéros plus classiques. Et n'hésitez pas de toute façon à nous faire pardon, vos différents retours, tant sur le contenu, donnez vos avis, etc., que sur la forme. Si ça vous a quand même plu, si ça vous déplaît, on retournera peut-être pas vers ça et éventuellement, on fera même l'impasse de temps en temps si on n'a pas l'occasion de se réunir. Mais voilà, tant que c'est fait, de manière, sympathique, il faut jamais, hésiter à faire des critiques positives ou négatives, j'allais dire sur notre travail, c'est un bien grand mot, finalement, c'est une passion plus qu'autre chose. Mais n'hésitez jamais en tout cas parce que une critique négative de manière sympa, ça peut nous faire réfléchir, ça peut faire évoluer les choses, ça peut nous aider à nous améliorer et au final, voilà, certes on le fait pour notre plaisir, mais on a envie que le rendu soit sympa pour vous aussi. Vous nous donnez de la force, c'est une expression qu'on utilise parfois à tort, mais réellement vous nous donnez de la force, on est content de voir les chiffres qui grimpent, on ne fait plus un seul épisode en dessous des 1000 vues, vous êtes de plus en plus, abonnés à notre chaîne, donc nous ça nous fait plaisir. Le but, c'est de vous le rendre aussi par un contenu qu'on espère le plus qualitatif possible. Donc voilà, n'hésitez pas à faire toute remarque qui serait la bienvenue. Et en attendant, je vous souhaite d'ores et déjà un bon critérium du Dauphiné. Et je vous dis à très bientôt sur le petit plateau. Allez, salut!